Les conversations Dialna. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversations, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des conversations Dialna, les nôtres. Je suis Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Dialna. Bonjour, je suis Nora Nour, photographe portraitiste, je vais y arriver, et l'autre cofondatrice du magazine Dialna. Ravie d'ouvrir cette conversation numéro 3. Ah, excusez-moi, c'est encore à moi, j'ai toujours un problème. Dialna en darija, donc ça veut dire c'est à nous, donc ce magazine est à nous, et pour nous, les personnes issues de l'immigration, minorités, tout dépend comment on peut s'appeler. Nous, on n'est pas vus nulle part, ni dans les médias, ni dans la grande presse. Par contre, Dialna représente toutes ces personnes. C'est un magazine en ligne qui existe depuis 4 ans maintenant. C'est ça, c'est nos 4 ans. Et ce magazine en ligne est devenu aussi un podcast. Et ce podcast, aujourd'hui, va ouvrir des conversations avec 2 femmes fantastiques que j'ai en face de moi. Alors donc aujourd'hui, on va parler de représentation des femmes nord-africaines, entre les fantasmes orientalistes, les clichés sexistes. Donc forcément, encore une fois, l'ère coloniale et la vision des femmes de cette époque a beaucoup joué et joue encore sur la manière dont on envisage aujourd'hui les femmes nord-africaines, et ce, dans tous les domaines. Donc du coup, on va essayer de décrypter un petit peu tous ces clichés, ou en tout cas les principaux clichés qui portent sur les femmes immigrées et leurs filles. Donc avec Nora et moi autour de cette table, 2 femmes brillantes comme toujours, 2 couteaux suisses comme je vous ai appelé tout à l'heure. On va voir en détail et on va vous les présenter. Nora, je te laisse commencer. Moi, je commence avec la grande et la magnifique Wafa Mamech. Wafa, éditrice, journaliste, spécialiste en rapologie, on va dire ça comme ça, journaliste rap, animatrice de podcast, conférencière, apparemment amatrice d'histoire médiévale. C'est ça. En effet. Et fanatique de littérature. Voilà. Bienvenue, Wafa. Merci, je suis très contente d'être là. Mais nous aussi. Nous aussi. Et à côté de toi, nous avons Nadia Atroubi-Safsaf, qui est journaliste, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, auteure de manière générale, doctorante, anciennement élue, c'est ça ? Qu'est-ce que j'oublie ? Maman, puisque c'est aussi un métier. Et dans pas longtemps, il me semble, ou peut-être que quand le podcast sera diffusé, le livre sera sorti ou sera en cours de sortie, un nouveau roman dont tu nous parleras tout à l'heure également. Bienvenue Nadia et merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation et cette présentation. Alors on va commencer tout de suite parce qu'on a énormément de choses à dire. Nora, je te laisse commencer, du coup poser la première question. Oui, oui, on a énormément de choses à dire et ce sujet nous touche toutes à différents degrés en fonction de notre expérience de vie. Moi, j'avais une question à vous poser. Êtes-vous à l'aise avec l'image renvoyée des femmes nord-africaines en France ? Bizarrement, en fait, en préparant cette émission et en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment, dans ma jeunesse, porté d'importance à cette image, justement peut-être parce que cette image n'existait pas forcément pour moi. D'image de la femme maghrébine, c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit évidemment avec le mot borette, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent. Je ne sais pas si c'est avec la multiplication des réseaux, je ne sais pas si justement, parce que nous, les femmes maghrébines, on est plus visibles aujourd'hui, il y a beaucoup plus de débats qu'il y a peut-être même 5 ans. Donc j'ai plus l'impression que ce sont les personnes autres qui parlent de cette image plutôt que nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, que ce soit des sujets sur les réseaux, beurette, le porno, machin, etc. Et même, je dirais même au cinéma. Avant, je ne me posais pas la question parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'actrices au cinéma. Il n'y en a plus trop. Dans la musique, j'en parle pas non plus, aux séries télé. J'ai toujours finalement essayé de... Pour moi, c'était 2 mondes parallèles, en fait, bizarrement. Donc, je ne suis pas à l'aise avec cette image parce que pour moi, malheureusement, elle n'est pas encore assez présente et développée. Merci, Wafa. Et toi, Nadia ? Alors, je pense que ça dépend de qui parle de nous. C'est-à-dire que qui parle de la femme maghrébine. Quand c'est
il y a des regards croisés. C'est-à-dire, ça me dérange selon les catégories. Je trouve qu'on est catégorisé. Donc, on va nous appeler beurette à khel, beurette à chicha, beurette de télé-réalité, ou dans l'imaginaire occidental, on va être la Fatma, la femme de ménage. Et, alors, je ne sais pas, pourtant, moi, j'ai toujours été confrontée à ce regard. Ce double regard, que ce soit dans le milieu professionnel ou de toute façon, aujourd'hui, on considère toujours quand j'arrive dans un déjeuner de presse ou avec d'autres rédac chefs, on me demande souvent si je suis la stagiaire. Alors, je pense que c'est par double peine, parce que je suis une femme et en plus une femme racisée ou issue de l'immigration, parce que je sais que le terme racisé fait débat, en tout cas issue de l'immigration, héritière de l'immigration. Donc, en fait, à chaque fois, ça va dépendre de qui parle et de qui me regarde. Et je trouve que j'existe différemment dans le regard de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont porter un regard négatif, mais sur ce que je suis aussi en tant que femme, parce qu'on va me dire, par exemple, t'es rédac chef, tu travailles beaucoup, donc forcément, t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise épouse. Ça va être un homme blanc qui va me juger, qui va me dire, mais toi, quand j'étais élue, par exemple, t'es élue parce que t'es une femme, justement, et qu'on m'inverse le stigmate. Donc à chaque fois, je trouve que j'existe différemment selon la personne qui me regarde. Et tout ça, avant, me gênait. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur dire d'aller se faire foutre, en fait. Non, mais excusez-moi d'être trivial, mais tu vois, avant, ce regard me posait question. Tu vois, presque me paralyser, m'empêcher de faire des choses. Mais aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il faut que moi, je sois ancrée. Qui je suis, moi. Et peut-être que c'est d'avoir commencé ce travail de thèse en sociologie sur les représentations qui fait que je regarde ça d'un autre regard. Tu vois, un peu de distance. Oui, et de me dire, après tout, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Finalement, ce qui est important, c'est que je me connaisse moi et je sache qui je suis moi. Et qu'ensuite, les autres qui projettent leur représentation, même si elle est faussée, tant pis, c'est leur représentation dans leur esprit. Mais moi, comme je suis ancrée et je sais qui je suis, ce que je vaux, c'est pas grave, ça ne m'atteint plus. Voilà. Mais je trouve que vraiment, il faut travailler sur aussi, pas que sur les représentations, mais sur les projections, et aussi faire ce travail de... Je pense qu'on aurait tous besoin d'une psychanalyse. Ouais, non, mais clairement. Non, mais c'est vrai. Parce que je crois qu'on est dans des questions identitaires et des questionnements identitaires qui nous traversent toute notre vie. Et que ce n'est pas seulement de dire je suis maghrébine, je ne suis pas maghrébine, je suis française, je ne suis pas française. Je pense que tout le monde se pose la question de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que le bonheur, tu vois. Et que nous, ça se mélange aussi avec la shakshuka on est héritier de l'immigration, on plaque sur nous des conflits qui ont jamais dit leur nom, la guerre d'Algérie, tu vois. Il y a tout ça qui se mélange. Mais en fait, la solution, je pense que ce serait qu'on fasse tous de la psychanalyse, d'abord, qu'on se détende et qu'on accepte qu'on soit cette mosaïque, qu'on est chacun une mosaïque. Et puis, on est ce qu'on est à un moment T aussi. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de Kairos, de l'instant T, que c'est pour ça que j'ai aimé ce nom de Kairos. C'est parce que c'est un projet éditorial que je voulais appeler Kairos, qui ne va pas se faire. Mais l'instant T, c'est-à-dire qui on est à l'instant T, c'est pareil. Il y a des jours évolue, la manière dont on se perçoit soi. Il y a des jours où tu es de bonne humeur, des jours où tu es de mauvaise humeur, et des jours, tu vois, tu as l'impression que tu es en dépression, mais ça va dépendre de ton humeur. Donc, je ne suis pas la même à chaque minute de ma vie, et à chaque heure de ma vie, et à chaque jour de ma vie, tu vois. Mais justement, apprendre à se détacher du regard de l'autre, quand on est une minorité qu'on on est à l'intersection de différentes minorités, justement. C'est pas évident quand on n'a pas les armes justement pour ça, parce qu'on apprend à exister dans le regard de l'autre et donc dans le regard du groupe majoritaire. Donc cette manière de te considérer comme étant la jeune stagiaire quand tu arrives à un déjeuner de presse ou autre, c'est aussi une manière de te dire tu n'es pas à ta place, toi en tant que femme maghrébine, dans ce milieu, dans ce cercle-là. Et je trouve qu'il est assez difficile parce que justement, difficile de s'en sortir parce que justement on baigne depuis toujours dans des représentations, qu'elles soient culturelles, sociétales, etc., assez négatives et pas très diverses finalement. Oui, mais comment aujourd'hui, la réponse, c'était d'être énervé. La réponse, c'était aussi d'envoyer 2-3 pics bien sentis pour dire tu te trompes. Mais finalement, est-ce que la réponse, c'est pas faire comme Wafa, de créer sa maison d'édition et de travailler sur des représentations, de faire ce que vous faites, de faire des conversations, de donner la parole à des femmes qu'on n'entend pas ailleurs, qui sont inaudibles. Et en fait, on en revient à l'idée de produire du contenu et de répondre avec des éléments scientifiques. Je reviens au fait de faire une thèse. Moi, je pousse plein de jeunes femmes
issus de l'immigration à produire du contenu scientifique parce que, je leur dis, loin des agitations des réseaux sociaux ou de tribunes, j'en ai signé plein des tribunes, mais qu'est-ce qu'on fait avancer? Pas grand-chose. Investissons le champ universitaire, investissons le champ médiatique et produisons des romans, produisons des essais et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses aussi, tu vois. Et archiver, moi vraiment, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est archiver et travailler la mémoire de l'immigration pareil, on ne fait pas parler nos parents, on n'a pas gardé cette parole. Et aujourd'hui, il faut aussi que nous, on crée ces archives. Et donc vraiment, mon truc, c'est de dire, il faut bosser. À un moment donné, il ne suffit plus de s'égosiller sur les réseaux sociaux ou de revendiquer, d'être que dans la revendication, mais il faut aller dans la production, produire des choses. Voilà. En fonction de ses compétences. C'est vrai que moi, je suis totalement d'accord et ça rejoint en fait tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Le fait déjà de se sentir à un instant T légitime et de se dire je vais faire ça, je vais produire ça, je pense que déjà, c'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde n'a pas fait ce travail de psychanalyse et le fait que tout le monde ne se connaît pas, n'est pas aussi en paix avec ses racines et avec d'où il vient. Et tu parlais du fait de s'ancrer et je te rejoins totalement parce que moi, j'ai une histoire de vie, je pense, qui est différente et qui peut aussi expliquer le fait que je me suis toujours un peu sentie à l'extérieur de toutes ces représentations. Moi, je ne suis pas née ici, je me suis toujours considérée comme un produit importé. Donc en fait, au lieu d'exister aux yeux des autres, il fallait juste que j'existe tout court en fait. Donc j'étais même pas au courant, on va dire, des représentations des Arabes, des Maghrébins, de la femme. Tiens, toi, tu peux pas faire tel rôle. J'étais tellement loin de ça, je devais juste apprendre à parler, à écrire, à avoir des bonnes notes pour que mes parents soient contents, essayer de trouver quelque chose qui me plaît. Qu'en fait, quand je suis arrivée au bout de ce processus, c'est là où la réalité en fait m'a rattrapée. Et c'est là où j'ai vu ah, en fait, pour moi, c'est bon. Moi, je me sens totalement légitime dans ce que je fais. J'ai travaillé, j'ai des diplômes, je suis là. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Les gens n'en veulent toujours pas. Et c'est vrai que le fait de produire, de s'imposer et de limite même pas faire attention à ce qu'on dit, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut faire. Mais encore une fois, avoir les épaules, avoir l'envie, avoir cette confiance en soi, être aussi entouré. Moi, je sais que dans le milieu de la musique, j'ai jamais vraiment eu de problème dans le milieu du rap, mais les petites choses qu'on me disait souvent, c'est mais tu sors souvent, t'es entouré d'hommes, ça va, ton père, ton mec, ils disent quoi? Tranquille, ils disent rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, où selon eux, ces personnes devraient me dire quelque chose, voilà, dans leur imaginaire évidemment qu'ils ont autour de nous, non, tranquille, moi mon mari il adore, des fois il vient avec moi en concert, il me laisse, voilà. Donc à partir de là, les gens n'ont plus rien à dire parce que on a déjà cassé la représentation qui se faisait de nous. Avant même de faire quoi que ce soit, en fait. Ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on pourrait donner, par exemple, aux jeunes femmes qui se sentent un peu à cheval entre de différents mondes et qui ne savent pas répondre aux attentes d'un groupe et d'un autre. C'est de finalement faire son chemin, faire son propre truc et pas tellement se soucier de comment les autres les perçoivent. Après, c'est un conseil trop facile, comme ça donné, évidemment. C'est trop facile à dire. Bien sûr. Déjà, je dirais être en paix avec soi-même, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire par passion. Voilà, si quelque chose nous met mal à l'aise, nous fait du mal, nous stresse trop, si notre santé mentale est détériorée, il faut juste s'en écarter. Moi, c'est la première chose que... Dans tous les milieux, on a beau avoir un super boulot, avoir tous les avantages. Moi, je sais, j'ai quitté des jobs comme ça. Les gens pensaient que j'avais une vie de rêve. Non, j'aurais pu faire plein de choses. Mais non, le matin, je me réveillais, j'avais la boule au ventre. À partir de là, c'est fini. Parce qu'on n'avance pas comme ça. Non seulement on n'avance pas, mais tu soulignes quelque chose de très important, et surtout pour les femmes nord-africaines, c'est l'estime de soi. Et à partir du moment où on s'estime, on s'écoute, et à partir du moment où on s'écoute, on se respecte. Et se respecter, ça vient de nous. Ça ne viendra pas de nulle part. Moi, quand je vous ai posé la question, êtes-vous à l'aise avec l'image renvoyée des femmes nord-africaines en France ? Je pense qu'il faut faire, avant de faire du contenu, avant d'être dans l'action, être dans la réflexion un petit peu et réfléchir à l'image de marque qu'on a essayé de nous envoyer pendant des décennies. C'est-à-dire l'image de marque des femmes nord-africaines, longtemps, était très pauvre, voire même rabaissante. Donc tu nais dans un pays où tu es presque, comme dirait Safia Asdine, une déception officielle, ou un paquet de lacunes officielles, tu vois. Et ça, c'est à toi, il n'y a que toi, à l'intérieur de toi, qui peut dire « je vaux quelque chose, je suis capable de quelque chose et j'ai le droit de me planter, j'ai le droit de me tromper aussi,
Parce que ça, on nous l'enlève aussi. Et je pense qu'il faut être, comme tu dis, conscient de l'histoire qui s'est passée, mais ça passe aussi par l'histoire médiatique et l'histoire de l'imagerie qu'il y a autour des femmes nord-africaines et de la population immigrée en général en France. Pourquoi on nous regarde avec ce regard aussi pauvre, quoi? Et parce que je pense qu'il y a aussi ce travail qui n'a pas été fait de dire comment on a construit cet imaginaire. Et en fait, si tu regardes, c'est pour ça que je trouve ça passionnant. Si je pouvais, je ferais de l'histoire de l'art aussi, mais je ne peux pas tout faire. Mais tu vois, comment on a construit cette image au départ? Il y a les odalisques. Comment on crée le fantasme, en fait, de la beurette? Comment on crée toutes ces projections autour de nous? D'abord, moi, je vois trois canaux. C'est-à-dire que d'abord, on commence par la peinture. Et c'est ces odalisques qui sont alanguis dans le harem et qui attendent le colonisateur. C'est ça, qui sont vraiment en position d'attente. Tu vois, qui attendent. Je trouve que c'est hyper important. Ensuite, ça devient la mauresque au sein nu et c'est les productions de cartes postales. D'accord ? Et les productions de cartes postales qui arrivent avec la colonisation en disant les femmes au sein nu qui vous attendent à chaque coin de rue. Quand tu connais l'histoire des pays arabes, c'est juste invraisemblable d'imaginer que ça a pu exister et que ça a pu prendre comme message. Et ensuite, tu as le cinéma. Et un des films, tu regardes dans les films qu'il y avait dans les années 60, 70, Angélique, marquise des Anges, je vais y arriver, et tu vois comment on fabrique le stéréotype de l'homme arabe violent, qui est pirate, qui veut la violer et qui la menace avec un couteau. Tu vois, tous ces stigmates-là. Et tu prends ça, la peinture, la production de cartes postales, le cinéma, et tu vois là, tu as déjà fabriqué. Mais c'est ça, ça nous construit aussi malgré nous, parce que vivant en minorité dans un pays qui n'est pas celui de nos parents, etc., les images qu'on a des petits, finalement, au-delà de notre propre famille, ce sont ce genre de films qui passent à la télé, les choses qu'on voit à l'école, qu'on étudie, etc. Et c'est toujours une image assez péjorative, assez... Mais qui est fabriquée. Et voilà. Mais ce qui est drôle, quand tu sais que... Mais il faut le comprendre quand t'es petit, quoi. Tu sais que les peintres qui ont peint ces odalisques, la plupart ne sont pas allés en Orient, ne sont pas allés au Maghreb. Et ça, c'est drôle. C'est quand tu sais que sur leur tableau, c'est une Normande... Non, mais c'est vrai, c'est une Normande qui porte des tenues, des tenues soi-disant orientalistes et exotiques. C'est juste drôle, parce que tu te dis, on est déjà dans la supercherie, on est déjà dans la fabrication de l'imaginaire, parce que ça correspond. En plus, quand les odalisques, la plupart du temps, elles ont la peau blanche, tu vois, mais ça ne correspond pas non plus à la réalité des femmes qui sont... dans ces harems. Pays du Sud, non? Mais tu vois, parce que pour eux, c'est la femme blanche qui a été kidnappée. C'est la femme qui a été kidnappée par les croisades, qui a été ramenée au Maghreb. Enfin, il y a tout un imaginaire qui se met en place. Et ça se perpétue. Ça se perpétue de génération en génération. Et on arrive après à des téléfilms où l'héroïne, elle a besoin d'être sauvée par l'homme blanc. Voilà. C'est ça. Et c'est là, finalement, où le rôle de l'histoire est important, parce que là, on parlait de toutes ces représentations. Mais si on n'a pas assez de recul, si on n'a pas assez de culture sur déjà cette curiosité pour aller chercher vraiment au-delà du roman national qu'on essaye de nous imposer, parce que là, finalement, tout devient très politique. Ceux déjà qui ont eu la chance d'aller à l'école, ils vont apprendre l'histoire qu'on leur apprend à l'école, ils ne se disent pas qu'il y a d'autres versions de l'histoire. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai fait de l'histoire, et aussi de l'histoire médiévale, pour aller un peu au-delà de ça. Certes, moi, je connaissais un peu l'histoire du Maghreb. Chez nous, moi, je me rappellerai toujours quand je parlais à mon père, je lui demandais les dates de la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'étais petite, il me donnait que les dates de la guerre d'Algérie. Enfin, il n'y a que ça. Donc, on va dire qu'on connaissait un peu cette histoire contemporaine de chez nous. Mais avant, on ne connaissait rien. Mais en fait, on n'est pas arrivé là comme ça. On se dit arabe, on n'est pas arabe, on veut savoir. Et j'ai voulu aussi aller vers le Moyen-Orient pour essayer de trouver un peu des racines et de comprendre. Et finalement, quand on creuse toute cette histoire, que ce soit l'histoire des croisades, l'image qu'on a des croisades, et en fait, quand on creuse, on s'en rend compte que les barbares n'étaient pas du tout du bon côté de la frontière. Et finalement, moi, je sais que j'ai passé 5 années vraiment incroyables à étudier ça. J'aurais voulu faire une thèse, en fait, en islam médiéval. Ça, c'était ce que je voulais faire de base. Tu peux encore le faire. Ouais, mais j'ai commencé à 42 ans, donc t'as de la marge. J'hésite entre ça et la musique, donc il faut encore 3 thèses en même temps, c'est pas possible. Mais oui, ça vraiment, et je pense que quand on remet
la vérité, ou en tout cas une autre vérité devant les gens, et qu'on leur dit, mais déjà, rien que peut-être nos petits frères, nos petites sœurs, et leur dire, non mais nous ne sommes pas un peuple d'ignorants, nous ne sommes pas un peuple qui n'était pas civilisé avant l'arrivée des colons. Non, regardez tout ce qu'on a fait depuis des siècles et des siècles. Le Moyen-Âge chez nous n'était pas du tout dark. Même qu'en Europe. Ouais. Exactement. Donc rien que ça, moi je sais que ma petite sœur, depuis qu'elle est jeune, je sais que je lui ai toujours mis des livres dans la main. Mais ça encore, c'est un luxe en fait, d'avoir des gens lettrés autour de soi, et pour qu'elle vienne poser des questions, pour lui dire non mais en fait ça c'est faux. Même juste regarder, moi je sais que mes parents, je me bats avec eux pour qu'ils arrêtent de regarder TF1. Mais ils se rendent pas compte. Et c'est à force de matraquer, non, commence par mettre la 2 déjà. Et après, C'est ça, et après on commencera. Ouais. Tu vois, c'est un travail de tous les jours de dire, tu vois ce qu'il a dit, bah, en fait, il n'a pas choisi ce mot pour rien, il n'a pas choisi cette musique C'est pour rien. tout déconstruire constamment. C'est ça. Et il faut Constamment. avoir les outils, il faut avoir les bonnes personnes aussi Ouais. autour de soi. Et je pense que la génération, tu parlais de ta sœur qui est assez jeune, cette génération-là, on va dire qu'elle a la chance d'avoir des personnes, je ne vais pas dire comme nous, mais en tout cas de notre génération avant, qui justement se sont déjà battues et ont essayé de déconstruire au moins une partie de ces choses-là pour ouvrir un peu, leur ouvrir la voie. Ce qui n'était pas toujours le cas quand on était jeune, parce que nos parents sont arrivés, et ils ont dû construire aussi quelque chose, s'installer, faire vivre leur famille. Et en gros, toutes ces questions-là n'étaient pas prioritaires. En général, je pense qu'il y a eu très peu de familles immigrées qui donnaient... qui discutaient vraiment de ces histoires de représentation et de dire, non, ce qu'on montre de nous, ce n'est pas ça, parce que c'était tout simplement pas la priorité. Alors, oui et non. Non, parce que c'est vrai Mais, qu'il y a oui. une narration sur l'histoire de l'immigration qui est souvent de penser que nos parents, par exemple, il n'y a pas eu de lutte, Bien sociale. sûr, alors oui. que Non, oui. mais on a beaucoup Mais effacé c'est vrai ça que c'est aussi, quelque chose. les nouvelles générations, Bien sûr. surtout les nouvelles générations de militants. Là, on y revient un peu quand même. Youssef Brakni, tout ça, il fait des hommages au MIB et tout ça. Mais pendant longtemps, c'est vrai que c'était effacé. Voilà, pendant longtemps quand même. Même on a- avant le MIB. Je veux dire, Non, à Boulogne-Billancourt, mais, les Maghrébins de Boulogne-Billancourt se sont pas t'as- pliés non, face mais- au patronat. Talbot-Poissy, les Bien manifestations sûr, Talbot. Talbot-Poissy. Énorme. Non, mais il faut. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais d'histoire et de dire d'où on vient, c'est pour ça que Ouais, d'où il le faut projet rappeler, éditorial bien que je sûr. suis en train de mettre en place, c'est de rappeler les trous mémoriels et de dire cette histoire de. Il y a l'histoire de France et il y a le versant. Et le versant qu'on n'étudie jamais, dont on ne nous parle jamais. Voilà. Et ces manifestations de Talbot et Poissy, nous, on les connaît, mais est-ce que nos enfants, ils les connaissent? Ou est-ce que nos enfants, ils auront les outils pour les connaître? Tu vois? Et donc, il faut aussi qu'on fabrique. Je reviens encore, je suis désolée, mais à la production de contenu, tu vois, de laisser trace. Mais il faut des outils pour... Voilà, ouais. et d'aller chercher aussi. Donc, on a quand même aussi une responsabilité dans notre communauté d'avoir aussi un peu effacé ces histoires-là et de dire... Moi, je trouve que les nouvelles générations, des fois, nous prennent un peu de haut, mais c'est un truc générationnel. Mais qu'est-ce que tu appelles nouvelle génération? Bah, tu sais, les jeunes de 30 ans, non, mais qui considèrent qu'il n'y a rien eu avant eux. Tu vois. Et donc, moi, je leur redis, les gars, redescendez un peu quand même, parce qu'il y a eu Talbot-Poissy, mais même en Boulogne. il y a eu Boulogne, mais même déjà les manifestations de 1961. Enfin, je veux dire, arrêtez de faire de nos parents des petites choses fragiles aussi, Servile. Mais et ça qui aussi, se sont toujours écrasées, parce que c'est pas vrai. Il faut aussi que notre narration à nous, oui, c'est ça. il faut aussi qu'on arrête un peu aussi avec le côté misérabiliste et de, tu vois, je parlerai pas ici, mais il y a des gens qui font des vidéos, qui te disent, mais moi, machin, mais voilà, il faut un peu de dignité aussi, tu vois. Nos parents, ils étaient dignes, nos parents. Donc en faire des gens un peu, tu vois, genre miskines et tout. Mais justement, est-ce que ça c'est pas aussi une construction alors faite par qui, je ne sais pas, mais je pense que c'était quelque chose de... Enfin, aussi de la société dans laquelle on est, de présenter justement ces immigrés comme étant des gens dociles, qu'on est allé chercher parce ils travaillaient, etc. Et de lisser un peu aussi tous les traits, toutes les rébellions, toutes les révoltes qu'il y a pu avoir pour aussi asseoir un certain contrôle de ces populations. Tout à fait, il y a ça. Et puis il y a aussi un autre truc, et ça va être, j'espère, le premier livre que je vais sortir, mais sur l'invisibilité, comment on a rendu aussi invisibles les femmes et nos mamans. Dans ces récits-là, elles n'existent pas, nos mères. Souvent, on parle de nos pères, C'est ça. du mineur, de l'ouvrier chez Talbot, chez Renault, de l'ouvrier spécialisé. Elles sont où, nos mères? Pourtant, elles ont quitté un pays, elles ont quitté une famille, elles ont quitté, tu vois, un foyer, et on parle jamais aussi de nos mères. Et donc, dans la narration aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le narratif. Et justement, dans ces rares récits où on parle des mères de famille, des mères immigrées,
Il y a toujours ce vieux cliché qui date de l'ère coloniale, qui est alors la mère au foyer, ou en tout cas la mère domestique, femme de ménage, et donc avec ce nom générique qui est donné, la Fatma, voire la Fatima, en fonction des petites modifications. Ouais. Et ça, ça découle clairement de cette période coloniale. La femme indigène, en tout cas la femme musulmane de l'époque, était considérée comme un bien, comme une personne, justement, comme on disait, docile, qui n'allait pas être violente comme l'étaient les hommes indigènes, eux, qui se battaient. Et tout ça, on l'a récupéré aussi, quoi, la manière dont cette société voit nos mères aujourd'hui, nos tantes, nos grands-mères, etc. C'est toujours dans ce rôle-là. Et quand, du coup, tu as une mère qui ne rentre pas dans ce cliché, tout de suite, en face de toi, les gens sont presque choqués. Ma mère s'appelle Fatima, du coup, et quand elle était plus jeune, quand elle travaillait, mon père ne travaillait pas, elle travaillait. Donc déjà, les profs à l'école, ils captaient pas. Ils étaient un peu comment ça, monsieur, vous ne travaillez pas. Elle parle français sans accent, donc ça cassait encore un peu ce cliché-là. Et c'est pas grave de parler avec un accent en soi, hein, le problème n'est pas ça, mais c'est vraiment la manière dont elle était perçue. Donc là, tout de suite, elle devenait une immigrée presque plus. Parce que, vous travaillez, vous parlez très bien français, vous n'avez pas d'accent. Ses collègues l'appelaient Fatih, tu sais, il y avait toujours un petit diminutif sympa. Et du coup, elle passait vraiment presque dans un autre groupe. Comme si elle était au final, mieux perçue que les autres mères de mes camarades d'école, tu vois. Du jour où elle s'est mise à porter le voile, à la retraite, d'un coup, les gens lui parlaient comme à quelqu'un de complètement qui ne comprenait pas le français. Rien que par cet accessoire-là, ça devenait un stigmate, en plus de l'islamophobie, etc. Mais d'un coup, elle redevenait ce cliché-là que finalement la société attendait d'elle. Et je ne sais pas si vous, quand vous étiez peut-être plus jeune, vous avez perçu aussi ça autour de vous, comment vous le viviez étant, jeune enfant, adolescente Moi, je suis un peu comme toi, parce que déjà, ce rapport à la langue, il est super important. Voilà, tu viens de le dire. De toute façon, en France, qu'on soit émigré ou même prolétaire, provincial, il y a une langue dominante, il y a un accent dominant qui est celui du parisien. Donc, à partir du moment où tu fais des fautes qui sont inconcevables, on te regarde de haut, de toute manière. Je pense qu'avant d'être racial, c'est une question de classe sociale. Donc, à partir du moment où, oui, nos parents ne parlent pas français, à partir de ce moment-là, on ne les regarde même pas. Moi, je me rappelle d'une anecdote assez drôle. C'était, je raconte un peu ma vie, c'était ma belle famille en fait, qui avait rencontré ma grand-mère pour la première fois. Et justement, ma grand-mère parlait très bien français parce qu'elle a vécu pendant la colonisation. Et justement, elle a appris à écrire l'arabe après. Parce qu'elle allait à la mosquée avec ses copines, etc. Mais elle, c'est le français. Quand elle a le document en arabe, elle galère un peu, quoi. Et je me rappelle, donc, ma belle famille marocaine qui a une toute autre histoire et une toute autre immigration. Quand ils sont arrivés, ils étaient désarçonnés. Ouais. On parlait, il n'y avait pas d'accent. Ma grand-mère du haut, je crois qu'à 72, 74, elle parlait super bien, etc. Et rien que ça, en fait, ça change tout. Et c'est vrai que moi, finalement, dans ce rapport à la langue, je m'y retrouve totalement. Parce que pour moi, depuis petite, c'était pour moi le moyen de rentrer dans cette société. Quand je suis arrivée, on m'a mis dans une classe avec plein d'enfants immigrés de tous les horizons pour parler français. Moi, petite fille, j'ai vu que des Arabes et des Maghrébins dans ma vie, donc je tombais de haut. Et puis directement, en fait, on m'a foutu dans une autre classe pour mon niveau de maths. Mais finalement, quand tu n'as pas aussi ce processus d'apprentissage, quand ils te demandent quelque chose, tu essaies de te raccrocher à tout ça. Et quand tu parlais de ta mère, moi, c'est exactement pareil. Ma mère était prof. Et c'est vrai que moi, l'image, en fait... Et c'est en parlant avec toi que je me suis remémoré tout ça. L'image de la femme arabe que j'ai eue, ce sont surtout mes tantes du côté maternel qui sont toutes allées à l'école et qui ont toutes eu des bons postes et qui limite, elles... Moi, je sais que c'est ma mère qui a ramené mon père en France, en fait. C'est pas l'inverse. C'est ma mère qui est venue avec les papiers. Mon père, il a dû attendre pour avoir la carte de séjour. Il a dû travailler un peu n'importe comment. Et aujourd'hui, il parle bien français. Mais c'est elle, en fait, qui l'a emmené. Ouais, du coup, ça correspond pas à ce qu'on attend de base de nos histoires de manière générale. Totalement. Et mon grand-père est mort assez vite, donc j'ai toujours vécu dans une société, enfin dans une famille très féminine en fait. Mais oui, je suis totalement d'accord. Je reviens à ce que tu dis sur le fait, ma mère portait le voile, en Algérie, mais c'était pendant la guerre civile, mais donc ici elle l'avait plus. Et oui, le fait de parler français, et même le fait que mon père, je me souviens, il s'est toujours bagarré. Il parlait pas français, mais
pas bien français, mais il s'en fichait. Il y allait, et puis dès qu'il commençait à s'énerver, il a dit tout le temps, mon français, il part un peu comme ça. Mais on essaye, il faut pas lâcher, il faut montrer aux gens qu'on est là, et au bout d'un moment, on arrivera à parler. Et même si on ne parle pas assez bien, il faut quand même nous écouter. Ouais. Malheureusement, des fois, il faut hausser la voix, Ouais, bah, c'est ça. mais on fait comme on peut. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Derrida, et c'est le titre d'un essai d'une auteure que vous avez reçu la semaine dernière, qui est Kao Tararchi. Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Donc, ouais, c'est une phrase qui me... La première fois que je l'ai entendue, cette phrase, elle m'a fait tilt parce que moi, mes parents, ils ne parlaient pas français, ils parlaient arabe, et moi, je suis l'aînée. Donc, j'ai beaucoup aussi joué... et Tu faisais le pont entre... Voilà, la ouais. traductrice, je pense que c'est aussi ça qui forge après ton caractère et tout. Moi, je me rappelle que je faisais les impôts, la banque à 8 ans, quoi. Donc, j'ai pas eu le choix, en fait. Parce que aucun de mes parents, parents ne savait écrire ou parler français. Enfin, ils parlaient français baragouiné, quoi. Enfin, ils parlaient français, mais ils ne pouvaient pas remplir des documents administratifs. Donc voilà, je pense que c'est ça qui forge. Et ma mère était femme de ménage. Et je me rappelle, elle parlait avec une psychologue, je me rappelle très bien, qui était la maman d'un camarade de classe. Parce que alors, moi, contrairement aussi sur les clichés, j'ai pas grandi en banlieue. Et ça aussi, dans le narratif, c'est drôle parce qu'on pense tout le temps que j'ai grandi en banlieue et on me dit tout le temps, mais toi qui as grandi en cité. Mais j'ai dit, la cité du Palais Royal alors. Parce que moi, j'ai grandi en face du Palais Royal. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes... voilà, c'est d'autres enjeux, d'autres manières, mais... Et moi, en banlieue, mais jamais en cité. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, j'habite en banlieue, mais pas en cité. Tu vois. Et du coup, la maman d'Adrien, c'est marrant parce que je me rappelle vraiment de la scène, je me rappelle de tout, je me rappelle de tout, en fait, de où c'était et tout, parce que ça m'a tellement marqué. Elle m'avait dit, ma mère, elle s'inquiétait en tant qu'aînée, elle disait à la dame, comment je peux faire pour aider ma fille, parce que je veux qu'elle réussisse à l'école, c'est la première. Et ma mère, elle avait cette idée que si moi je réussissais, tout le monde allait suivre derrière, mes 3 frères et sœurs. Tu faisais la locomotive. Voilà, c'est ça. Et elle disait ça à cette dame-là. Et cette dame, elle lui dit, ah, mais vous savez, Zina, de toute façon, en France, on aura toujours besoin de femmes de ménage. Oh, et ça, c'est une phrase, mais je ne l'ai jamais oubliée. Mais là, même quand je vous le dis, j'ai envie de pleurer. Hein. Elle m'a tellement blessée, elle m'a tellement fait mal, tu vois, que c'est toujours quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de faire un truc, je repense à cette femme. Elle ne sait pas à quel point elle m'a piqué, quoi. Et que, non, mais tu vois, que ça me donne du... Enfin, voilà, que je lâcherai jamais, en fait. Force, du coup. En fait, elle a fait l'inverse de ce qu'elle croyait. Et puis souvent, on croisait, on avait Benjamin, Nicolas, mes petits voisins, et leur grand-mère, elle leur disait tout le temps, mais leur famille, elle est pauvre. Tu sais, c'est humiliant, t'es là, t'es devant, et on parle de toi. C'est horrible. Comme si t'étais pas là, en plus. Comme si à la troisième personne, t'es pas là, oui. Mais leur famille, ils sont pauvres, leurs parents, ils parlent mal français et tout, et elles travaillent mieux que vous à l'école. Tu vois, c'est hyper humiliant, tu vois. Et c'est comme un peu les gens qui, vous savez, vont faire leurs courses dans n'importe quelle petite supérette et la mère dit au petit, bah voilà, si tu travailles pas à l'école, tu finiras comme la dame, genre devant la caissière. Il n'y a pas plus déshumanisant que rendre la pauvreté quelque chose de honteux, comme si... et puis en plus, on n'était pas pauvres, tu vois. Mes parents, on avait à manger, on était bien habillés, enfin, tu vois, on était pauvres dans leur esprit. On n'était pas pauvres, tu vois, on vivait bien, alhamdoulilah, tu vois. Je trouve qu'on vivait même plus facilement avant que maintenant, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment... c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment piqué et que et pour ma mère, ça a toujours été l'école, la chose qui allait sauver, c'était l'école. Et pareil, moi, ma mère, elle a rencontré mon père en France. Tu vois, elle n'a pas rencontré en Tunisie. Ma mère est venue en France avant mon père. Ils se sont rencontrés... c'est intéressant, ce genre de récit, du coup, parce qu'on est vraiment peu habitués. C'est pour ça que je voulais raconter aussi ces récits, parce qu'on a toujours pareil, cette idée que c'est l'homme qui a ramené sa femme et tout. Ma mère a été déjà installée en France, quand mon père est arrivé, ils se sont rencontrés en France, et voilà, tu vois. Donc, c'est encore une fois, une autre narration, d'autres trucs. Et ma mère, elle a toujours tellement voulu qu'on lise, que je me rappelle... Elle était partie au marché de Montreuil et elle avait ramené des livres qu'elle avait achetés au Puce de Montreuil et elle me les donne. Et c'était un livre... Donc moi, je regarde, j'essaye de lire parce que je dévorais tout ce qu'on me donnait. Et du coup, elle avait du mal à m'alimenter. Et en fait, elle s'était trompée, Meskina m'avait acheté des livres érotiques, des romans érotiques. Mais Meskina ne pouvait pas savoir, tu vois. Et du coup, moi, je commence à lire et je trouvais que c'était un peu bizarre, tu vois. Et je lui dis non. Et tu sais, j'avais dit, maman, en fait, ça, c'est pas pour... Déjà, à la couve, j'avais vu que c'était un peu bizarre, tu vois. Tu vois, genre, tu vois les photos découpées, mais genre, la nana, elle
elle a une arme, et puis tu sais, elle a une jupe avec des jartelles, tu vois. Donc déjà, je me disais, c'est probable que ça soit pas trop de mon âge. Et puis en lisant, je me rends compte qu'effectivement, c'est pas trop Comme quoi, de mon ça âge. choquait pas ta mère à la couverture. Et ma mère est très féministe. Bah voilà. Tu vois, ma mère, elle me disait tout le temps, si un homme, il peut le faire, tu peux le faire. Voilà, moi, c'était... Très bien, ça. Ma mère, elle m'a toujours dit ça. Elle a jamais voulu que les garçons soient servis par les filles. Enfin, tu vois, j'ai 2 frères. Et là, jusqu'à maintenant, elle leur dit, j'espère que vous participez aux tâches. Et elle dit à mes belles-sœurs, si vous n'êtes pas, vous me le dites. Hein, tu vois, elle veut pas que, justement, elle nous a pas du tout... on n'était pas dans une éducation genrée, homme-femme. On a fait du judo. Je me rappelle, elle nous avait mis au judo. Moi, j'ai fait du karaté. Tu vois. Mais c'est vrai qu'à vous deux, vous cassez complètement tous les clichés qu'on pourrait avoir sur les mères nord-africaines. Hein, je veux dire, il n'y a pas un truc qui rentre dans les cases dans ce que vous venez de dire. Non, mais en quoi. plus, elle me disait, fais du judo, comme ça, si ton mari, il tape, tu le tapes. Et je lui dis, mais c'est pas mieux de divorcer. Tu vois, pourquoi on est arrivé là? J'aime beaucoup ta mère déjà. Mais ma mère, elle veut pas que j'écrive sur elle, tu vois, parce que moi, mon rêve, c'est d'écrire le parcours de ma mère, parce que moi, je trouve que ma mère, c'est une femme extraordinaire, qui est arrivée en France toute seule, qui est orpheline et tout, enfin, vraiment... tu vois, qui a fait des trucs de ouf. Elle avait ses sœurs qui sont restées au bled, mais elle avait plus de mère, plus de père, tu vois. À 12 ans, elle avait plus de parents. Donc, tu vois, elle est partie travailler à l'usine en Tunisie. Après, elle a travaillé dans des familles. Après, elle est venue toute seule en France. Et en fait, elle voulait aller à Copenhague à la base. Et elle est partie parce qu'elle a écouté à la radio qu'ils recrutaient des Tunisiens pour aller à Copenhague. Et elle va les voir et ils lui disent, mais tu sais, t'es pas diplômé, tu fais rien, nous on cherche des gens diplômés. Et ils lui ont dit, va chez les Français, ils prennent tout le monde. C'est ma mère qui la raconte comme ça. Hein. Et donc c'est comme ça qu'elle se retrouve en France. Donc c'est drôle, tu vois, il y a des trucs. Mais elle m'interdit de... Faut elle me dit, respecter. tu parles pas de moi, donc elle va être contente. Mais on vous aime beaucoup. Voilà. Nora va nous présenter brièvement juste 2 affiches de films. Les 2 Ouais, les 2 d'un coup. Normalement, Okay. on va les avoir à l'écran. Avec comme figure principale une mère nord-africaine ou plus ou moins. Ou quelqu'un qui essaye de. Je ne sais pas si on peut avoir Voilà. Oh là là. Voilà, donc, Voilà. Fatima, vas-y, je te laisse en parler. Oui, donc moi, comme vous savez, la photographie, c'est un peu mon quotidien. Et donc, moi, souvent, je trouve qu'on devrait plus s'attarder à lire l'image, parce qu'on apprend à lire, à écrire, mais on n'apprend pas à lire les images. Et je trouve que les images nous manipulent et nous programment bien plus qu'on ne le croit. Donc, dans l'image aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup produit d'images de femmes nord-africaines et que ces images, ça a été sorti du nord de l'Afrique et été diffusé. Donc, elles ne contrôlaient pas ces images qu'on prenait d'elles. On ne sait pas ce qu'on en faisait. Et je trouve que ça fait partie de l'image bas de gamme qu'on a voulu donner sur les femmes nord-africaines. Et ça continue au cinéma, ça rate pas. Donc, d'un côté, vous avez Fatima. Et de l'autre côté, vous avez ce film, La Daronne. Donc, voyez- Fatima, c'est le film qui est sorti en 2015 Exact. de Philippe Faucon. Et donc La Daronne, film qui sort qui est sorti cet été, je crois, ou cette rentrée, de Jean-Paul Salomé, avec donc notre amie Isabelle Huppert. Voilà. J'avais mis un coup de gueule sur Facebook. Ah, J'avais il y a- partagé la BO de Il y a de quoi, de c'est La assez Daronne. catastrophique. Hein. Parce que j'ai trouvé ça... Donc c'est lamentable, comme on peut tout être d'accord, je pense, autour de cette table. Donc si vous regardez d'un côté Fatima, vous avez là le portrait d'une femme nord-africaine classique. On sent quand on la voit tout de suite qu'elle est originaire du nord de l'Afrique. Et elle est cadrée en plan taille. Et on voit surtout comme une espèce de lourdeur au niveau des épaules. Vous voyez que tout est bien posé. Mais ce qui choque réellement, enfin ce qui me choque moi, je vais parler pour moi, c'est la tristesse dans ses yeux. Il y a quelque chose de dramatique, de défaitiste, de fatal peut-être presque, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Enfin, il y a quelque chose qui, moi, m'attriste énormément, même si derrière c'est jaune, même s'il y a des couleurs qui pètent, n'empêche que cette affiche est quand même assez triste. Et puis d'un autre côté, vous avez une femme, avec écrit dessus La Daronne. Alors d'après ce que j'ai compris, La Daronne, ça vient du vieux français. Ouais, c'est de l'argot. C'est ça, c'est de l'argot, ouais. et ça veut dire la patronne, je crois. Il me semble. Il me semble que ça veut dire ça, mais à vérifier. C'est de l'argot parisien. C'est de l'argot parisien, en effet. Et donc, La Daronne, là, vous avez une femme blanche. Et là, il y a une droiture dans la position. Il y a une vraie verticalité. Il y a une vraie... presque une grâce. C'est presque un portrait de maître qu'on pourrait mettre là. Vous changez un peu le décor en arrière et tout. Vous avez une peinture
classique. Mais il y a un chien à côté qui se tient droit. Vous avez certainement la djellaba qui doit être d'un haut couturier, certainement, ou une abaya, ou je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, le foulard, voilà, c'est pareil, ça doit être aussi, ça doit pas être... On dirait du Hermès. Ouais, on dirait Voilà. un carré Hermès posé Donc en il y a hijab. voilà, donc autour, bon, juste à côté, il y a un petit sac tout pourri qu'on met souvent quand on fait allusion aux personnes de l'immigration et surtout nord-africaines. Genre les sacs qu'on emmenait au bled pour les remplir de cadeaux. Voilà, ça c'est à côté. Et vous voyez, le traitement de l'image n'est pas du tout le même alors on parle à peu près les deux personnages sont normalement, enfin on imagine, de la même catégorie sociale, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, parce que j'ai du mal à voir Isabelle Huppert en nord-africaine, je suis désolée, mais je ne peux pas. Dans le film, Isabelle Huppert, elle est censée être Elle est une traductrice judiciaire, une interprète voilà. judiciaire qui, pour couvrir un jeune homme qu'elle connaît vaguement, qui deal, le remplace à la tête d'un trafic de drogue. Parce que le jeune homme est le fils d'une infirmière qu'elle connaît, je sais pas quoi. Donc la femme nord-africaine est encore servile de la femme blanche et elle veut lui rendre service en se déguisant, parce que là c'est vraiment du déguisement, en femme nord-africaine. Qui donc devient dealeuse aussi, parce que pourquoi pas. Et ça montre encore une fois la pauvreté qu'a cette société envers les femmes, enfin la pauvreté de l'image envers les femmes nord-africaines. C'est vraiment bas de gamme, quoi. J'arrive pas à mettre d'autres mots sur ces images-là. Et l'image de la daronne, elle est hyper insultante pour moi. Je la trouve dégradante, alors que pourtant elle est verticale. Elle est pas. Mais c'est vrai que généralement, quand des blancs se déguisent, justement, ils le font pour se moquer. Donc ils ajoutent tous ces accessoires, tous ces faits assez marquants, assez folkloriques pour attirer l'œil. Oui, ça exagère le trait. Ouais. Et là, en fait, c'est tout l'opposé, mais c'est tout aussi insultant, je trouve, parce que c'est comme si elle légitimait le fait d'être, par exemple, encore plus vêtue que Fatima sur la gauche. Son voile est beaucoup plus fermé. Elle a même des lunettes. Limite, elle aurait pu avoir un masque, on n'aurait rien dit. Il y a un côté glamour en plus à cette image qui... C'est exactement ça. En fait, elle s'approprie les accessoires et sur elle, c'est comme s'il prenait une autre ampleur. Ça devient positif et acceptable. Donc, c'est même pas ce que nous, on met qui nous dégrade, c'est limite ce que nous sommes qui nous dégrade, et ça, c'est assez honteux. Fatima, vous l'avez vue ? Moi, je l'ai vue. Oui, il y a longtemps. Moi, je me souviens plus de pourquoi j'ai aimé, et que j'avais aimé qu'à la fois j'étais dérangée. Pareil. C'est bizarre. Je trouve que la femme qui joue du coup Fatima est très sincère dans son interprétation, et que oui, l'histoire est touchante. De cette mère qui se bat pour aussi que ses filles, sa fille la plus jeune était en pleine crise d'ado, sa fille aînée commençait des études de médecine, etc. Mais je trouvais que c'était aussi mettre ce personnage-là dans un truc très misérabiliste, quoi, encore. Parce que c'est filmé par un mec blanc. Et post-colonialiste. Enfin, je sais que ça m'avait dérangée. Je trouvais ça à la fois touchant et à la fois dérangeant. Et en fait, je me rappelle que Philippe Faucon, il avait fait un film qui s'appelait Samia, dans les années 2000. Qui était très, oui, mais c'était un film très, très cliché. Donc, c'est vrai que moi, j'avais déjà un peu une vision de ce réalisateur un peu cliché. Et que je pense que si j'avais pas vu le film Samia, ça m'aurait moins dérangé. Mais le fait qu'il y avait cette vision, et c'était une fille qui essaye de vivre sa vie. Enfin, tu sais, on le connaît par cœur, le storytelling, tu vois. Elle peut pas vivre sa vie parce qu'il y a les méchants frères, pères... tu vois, et qu'évidemment, il y a un personnage blanc. Voilà, tu vois. Enfin, ça me fait penser aux séries à la série avec Sophia et Saïdi. Oui, Aïcha. Ouais. Aïcha, Samia. Sauf que, tu vois, Aïcha... Là, il est né en France aussi. Aïcha... Il était gratiné pour il était gratiné, dire... mais tu sais, j'ai eu cette discussion avec Yamina Benguigui, et je lui disais, mais comment... Vous qui avez fait un si beau documentaire en plus, sur mémoire d'immigrés, et en fait... on revient à l'idée de représentation. La première question de qui parle, qui nous regarde, parce que je pense que Benguigui, elle est sincère dans sa démarche, dans son regard, parce que c'est son regard à elle, de comment elle a grandi dans les années 70, enfin, tu vois, 60-70. Donc, c'est sa vision à elle, dans l'instant T, des femmes arabes. Oui, des femmes arabes, et que c'était difficile d'avoir un petit copain blanc, que c'était le poids. Mais... Tu vois, sauf qu'entre-temps, il y a 40 ans qui sont passés. C'est ça. Tu vois. Et puis, c'est que ça reste en fait la seule narration qui existe.
possible. Et que du coup, certes, c'est une des réalités, mais si on n'a pas les autres narrations, les autres manières de montrer un peu différentes problématiques, on est coincé parce que du coup, on a toujours ce même récit qui nous tombe dessus et on ne peut pas s'en échapper. Moi, je pense qu'il y en a, mais encore, tout à l'heure, on parlait de devoir créer du contenu. Au bout d'un moment, on arrive au problème de l'argent. Parce que si on veut faire du cinéma, oui, il faut les quand moyens on veut proposer une autre narration, on ne voudra pas nous donner d'argent. C'est ça. Pour les livres, c'est pareil. Pour les le reste, médias, c'est pareil. Tu fais les choses indépendamment. C'est très cher. Mais alors, moi, je veux pas me faire des copains en disant ce que je vais dire, mais je vais le dire. Banlieusard. Tu vois, c'est une femme qui réalise, Laila Si qui réalise. L'idée est bonne, sur le papier, il y a plein de trucs. Mais moi, il y a des choses qui m'ont dérangée dans le film, tu vois. Et je trouve que c'est pas parce que c'est une femme racisée ou qu'elle aborde des sujets qui nous tiennent qu'on doit signer des blancs-seings et de dire c'est formidable. Il y a aussi des biais qui sont... Oui, mais les gens n'ont pas accepté. Moi, j'avais mis un truc sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu peux pas critiquer. Mais attends. Parce que je trouve qu'il y a toujours deux parallèles. Moi, je comprends ce que tu dis. D'un côté, on se dit, d'accord, il y a des choses qui sont pas déconstruites, etc. Et de l'autre côté, on se dit, vous vous rendez compte, ils ont quand même galéré juste pour faire ça. Je sais qu'ils l'ont fait parce que j'avais longuement interviewé les LSI. Ils l'ont fait en 3 semaines. Ils n'ont pas eu l'argent du CNC. Ils ont galéré. Oui, mais il y a des reproductions quand même je suis dedans. Je suis totalement d'accord. C'est pas toi qui l'avais fait pour nous? Oui. Je suis totalement d'accord. Mais du coup, on se dit, nous, en fait, on est où? On essaye d'avoir un juste milieu et on ne sait pas où se placer parce que d'un côté, tu te dis, elle, juste pour faire ça, elle a galéré, alors qu'elle a un passé, alors qu'elle... On a envie d'encourager des parcours comme ça et d'autres projets, et d'un autre côté, on se dit qu'on a quand même envie d'être encore critique sur le résultat. Mais c'est pas parce que c'est une rebeu ou c'est pas parce que c'est une... Tu vois, je sais même pas ce que... Non, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que l'idée était bonne sur le papier et tout. Je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage, beaucoup de mérite de faire le film. C'est pas ça. C'est que je trouve qu'il y a des représentations qui sont perpétuées. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour faire un film comme ça, où il y a encore des représentations et qui pourrait peut-être plaire à un public blanc, ils n'ont pas eu d'argent. Oui, dans ces cas-là, donc... Alors imagine, si tu veux faire un truc vraiment fais-le, dans ces cas-là, fais-le en ton âme et conscience, tu vois. Et sans les représentations clichés, quoi. Pour avoir eu l'occasion de faire un documentaire et un court-métrage, je vous assure qu'à un moment donné, quand vous tournez, vous êtes au milieu du processus créatif, vous savez pas où vous avancez. C'est-à-dire que le film vous bouffe. Littéralement. Et c'est très très compliqué. Et c'est là où il faut avoir une bonne équipe. C'est là où il faut avoir vraiment une vision des choses. Parce que comme tu dis, le problème d'argent arrive. Et là tu dis, il faut réduire ça, telle journée. La voiture elle est rouge, finalement on prend une bicyclette. Enfin, tu peux vraiment arriver. Et c'est très très compliqué. Et j'ai vu quelques réalisatrices le faire ou réalisateurs, mais c'est très compliqué de te poser à un moment donné, t'asseoir sur un trottoir, n'importe où, et de réfléchir à ton film en disant où je vais quand je suis en plein milieu du process créatif. Et le film, ça peut vraiment être un monstre qui te bouffe. Mais non, je dis pas. C'est dès le scénario que ça va pas. Il n'y a pas que le scénario, c'est quand le problème d'argent, je te jure. Oui, non, mais dans le cas de Banlieusard. Moi, je trouve que c'est dès le scénario. Écoute, moi, ce qui m'a dérangé, c'est les personnages arabes. L'homme arabe, il est que violent, il est voleur, menteur, violent. Ça m'a rappelé, et pourtant je l'avais aimé ce film, mais ça m'a rappelé le Divine. Ouais. Les personnages masculins arabes étaient tous violents. Pourtant moi aussi j'ai aimé Divine, mais ça c'était très problématique, mais c'était dérangeant aussi. Il y avait plein de trucs qui étaient dérangeants et je savais pas comment me positionner parce que les gens ils attendent une réponse facile. C'est ça, en fait, aimes ou tu aimes pas, t'as pas de nuance quoi, pas de nuance possible. Et c'est compliqué parce que t'aimes le fait qu'elle ait fait quand même, tu vois, tous les moments de danse, les chorégraphies, il y a plein de choses qui sont magnifiques, tu vois. Puis en plus, merde, c'est des meufs, t'as envie de leur donner de la force, tu vois ce que je veux dire. Mais cette partie-là, tu peux pas ne pas faire l'impasse. Mais c'est ça, et tu peux pas te donner de blanc-seing parce que tu te dis c'est une femme, parce qu'elle est issue de l'immigration, et donc c'est pas grave, Et en même temps, oui, je comprends qu'on ne peut pas tout le temps être dans la critique parce que c'est fatigant. Mais moi aussi, j'en reçois tout le temps des critiques. Tous les jours, on me critique dans mon rôle de rédac chef, tu vois. Et ça me saoule. Je dis la vérité. Moi aussi, ça me saoule. Mais d'un autre côté, j'essaye d'écouter parce que je me dis que c'est comme ça que je vais aussi progresser. Mais j'ai presque... excuse-moi. Non, mais j'ai presque envie de te dire qu'à partir du moment où tu es dans un processus créatif, tu es exposé à la critique. Ça fait partie du game. Voilà, tu accroches une photo au mur, tu vas entendre des critiques. Tu diffuses une photo, tu fais un livre. On est tous exposés à un moment ou à un autre. Donc ça fait partie du game. Et la critique peut vraiment nous nourrir, si on la prend bien. Si on fait du tir au pigeon juste pour faire mal, ça c'est évident qu'on va se planter. Mais si on arrive et on apporte des choses, moi ce qui m'a gênée dans Divine, c'est l'histoire d'amour. Parce que moi je l'ai trouvée hyper violente au final. Et on m'a fait croire que c'est une histoire d'amour, mais je me suis dit, attends, il se cogne dessus. Le seul homme qui va l'aimer et dont elle va tomber amoureuse, certes, mais c'est un homme blanc. Oui.
C'est ça qui m'a dérangée, moi aussi. Et mais vraiment tous les hommes arabes de ce film, si ce n'est La personne tranchante. Voilà. Ouais. J'ai failli, voilà. Je ne savais pas comment le dire. Mais voilà, cette personne-là, du coup, n'est pas violente, mais parce que je pense que c'est dans une représentation, voilà, subit des violences du patriarcat également. Et du coup, mais tous les hommes arabes, même le vigile du supermarché où elles vont, est violent avec elles. C'est quand même qu'il n'y ait pas de nuance dans toutes les représentations des hommes maghrébins, c'est problématique. Après, on pourra en faire aussi toute une conversation autour de ces films-là. Et j'aimerais, parce que du coup, on va manquer de temps, qu'on revienne vraiment sur ce terme qu'on déteste toutes. Hein. Là-dessus, on est d'accord. Mais l'autre cliché qui pèse sur les femmes nord-africaines, une fois qu'on a parlé des mères, c'est plutôt sur les filles. Alors, filles, du coup, c'est tous les âges, hein, mais c'est le terme beurette. Voilà, rien que le dire, ça me pèse. Mais du coup, Nadia, moi, j'avais vraiment envie qu'on revienne avec toi sur l'origine de ce mot. Je sais qu'on en avait discuté une fois brièvement sur Facebook, et moi, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que beurette ne vient pas des Arabes de France. En tout cas, dans les années 80, j'étais enfant, en banlieue, entourée d'Arabes, et je n'ai jamais entendu ces termes-là de la bouche de mon grand frère, des gens à l'école, des gens du quartier. Vraiment, la première fois que j'ai entendu beurre, c'est à la télé, et il me semble que c'était ou un truc où il y avait SOS Racisme ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment eu l'impression très tôt, alors qu'à cet âge-là, on ne se pose pas vraiment toutes ces questions, que c'était un mot qui avait été créé par ces gens-là pour nous désigner, nous, alors qu'on avait déjà nos termes. Alors, c'est un peu plus nuancé. C'est que ça part de la marche pour l'égalité. Le terme devient connu de tous après la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983. Mais au début des années 80, ils s'approprient le mot. C'est de l'argot, c'est arabe, beurre, et eux, ils s'approprient le mot. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est que 20 ans après, c'est des mots que nous, on ne veut plus entendre. C'est ça. Que nous, on ne veut plus qu'on nous appelle comme ça. C'est comme appeler black. Tu vois, c'est comme dire black. C'est comme, tu dis les choses. Noir, blanc, arabe, c'est pas un gros mot. Mais à la base, eux, ils s'étaient appelés comme ça, les beurs et les rebeux, les beurs, beurettes. Sauf que, beurre. Non, pas les filles, ouais. C'était beurre. Ouais. Et c'est ensuite... Beurette, c'est devenu juste le féminin au début, le côté, et ensuite, le côté arabe gentil qu'on peut intégrer, etc. Tu sais, déjà, quand tu rajoutes le suffixe « et », c'est déjà diminué. C'est déjà, c'est pour jeunette, tu vois, mignonnette, tu vois, ça infantilise déjà. C'est presque une demi, c'était qu'à moitié. Non, c'est pour infantiliser, clairement, c'est rendre mignon, infantiliser, vulnérable, et on revient à l'idée de représentation de filles vulnérables qui bat des cils et qui a besoin d'aide, tu vois. Donc, qu'on doit sauver. Voilà, et du coup, c'est comme ça, mais c'est vraiment... Là où tu parles de Parti socialiste, c'est vraiment... Ça, c'est autre chose, c'est la récupération du mouvement beurre à la fin des années 83, qui, à Bastille, ce mouvement qui était non encarté, qui était un mouvement civil, qui se fait complètement bouffé par le Parti socialiste. Il y a Harlem Désir, il y a tout le monde, et c'est récupéré, et ça devient... voilà. Mais sans les personnes qui ont participé... Si, il y en a quelques-uns. Okay. Et l'année suivante, il y a une deuxième marche, la deuxième marche de 1984, qui est beaucoup moins connue. Tout le monde connaît celle de 83, moins celle de 84, qui est Convergence. Et là, vraiment, c'est monté avec le Parti socialiste et tout. C'était un des livres le deuxième livre que j'avais fait sur la longue marche pour l'égalité, où je raconte ces marches-là. Et donc, beurette, en fait, c'est un héritage de ces années-là. Donc, on rajoute ensuite le suffixe et et après, c'est vraiment sur les héritières de l'immigration. Et tu as Nassira Ghenif, qui a fait sa thèse, d'ailleurs. Des beurettes. Des beurettes, c'est une thèse. Qu'ensuite, elle a publiée en livre. Et qu'elle parle... Pour elle, c'est pas dans ce qu'elle écrit, finalement, c'est pas si péjoratif. Le terme n'est pas péjoratif. Elle s'attache à décrire ce que c'est que beurette et à raconter l'histoire des femmes... issus de l'immigration maghrébine. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est devenu clairement un terme péjoratif. C'est devenu une insulte aujourd'hui. Oui, puis on beurette à chicha, beurette à khel, enfin, tu sais, c'est jamais pour te valoriser. Et toujours, quand c'est un homme arabe qui te le sort, c'est pour dire que t'es une fille facile. C'est ça. Ou que t'es une machin. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, mais c'est ça. C'est non, toujours mais tu sens les nerfs derrière. C'est ça. C'est ça. C'est le côté algérien. Je suis marocaine, moi. Ne m'algérianisez pas, s'il vous plaît, je vais avoir des problèmes en rentrant. Non, mais tu vois, c'est le côté... Non, mais
Voilà, et c'est marrant parce que j'étais partie dans un laboratoire de recherche pour une interview. Je devais interviewer un universitaire et il y avait les stagiaires qui discutaient en bas. Moi, j'étais là, j'attendais mon rendez-vous et ils n'avaient pas conscience. Et ils discutaient et ils commençaient à parler d'une fille maghrébine qui n'était pas là. Et il lui dit, mais si, tu sais, la beurette. Mais si, tu sais, la beurette, là. Et puis l'autre, il me dit, ah ouais, mais tu sais, le beurette, c'est un peu chelou comme mot et tout. Mais si, c'est les meufs qui mettent trop de fond de teint et tout. Et moi, je faisais déjà ma thèse. Tu sais, je venais de commencer ma thèse, donc je descends. Je dis, ça m'intéresse ce que vous dites. Alors déjà, ils étaient blêmes, tu vois, parce que bon, ils se sont dit, merde, c'est une rebelle, elles doivent mal le prendre. Je dis, non, mais c'est intéressant, parce que vous êtes dans un laboratoire de recherche, donc on peut imaginer que vous êtes des gens qui ont accès Au savoir. à l'enseignement et tout. Ouais. Et en fait, c'est hyper primaire comme description. Et du coup, ils me disent, bah non, mais en fait, tout le monde utilise ces termes-là et tout. Et je dis, non, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu dirais, il y a des mots, tu ne vas pas dire PD. Enfin, tu vois, c'est convenu. C'est plus possible. Non, mais tu prends un procès au derrière. Non, mais dans une conversation. On a appris que ça ne se disait plus. Oui, à coup de quoi? À coup de procès, parce qu'il y a une communauté qui s'est organisée et qui a donné des procès à tout va d'utiliser ce mot. C'est normal. Dans une discussion comme ça, de déjeuner entre collègues, tu ne vas pas lâcher tranquille comme ça. Mais non, mais tu sais, l'autre PD... Non, mais... tu me fais peur en disant ça. Non, mais tu tiens, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, je lui dis... Mais c'est ça, c'est que les gens se rendent compte. C'est pareil. Pour moi, beurette, quand vous lâchez tranquillement, c'est l'équivalent beurette, des pour moi, autres c'est la mots, même c'est chose. C'est l'équivalent de... Et là, il me regardait avec les grands yeux en mode mais non, tu peux pas dire beurette et PD, tu peux pas les mettre sur le même plan. Et en fait, je lui dis, mais vous ne percevez pas que c'est violent pour moi parce que vous n'êtes pas une femme et vous n'êtes pas une femme issue de cette immigration-là et machin. Mais moi, si, ça me heurte que vous parliez des femmes comme ça, beurette. Mais tu sais, la beurette au teint orangé et tout. Voilà. Et du coup, je trouve que vraiment, il y a un vrai travail de réappropriation et je pense qu'on va en parler sur les surtout, en fait, c'est encore plus violent quand ça vient des hommes de notre communauté, comme tu disais. Parce que justement, c'est eux qui ont commencé à faire des catégories. Pour les autres, c'était toutes les Arabes. Et les hommes de notre communauté ont distingué plusieurs types de femmes. Ouais. La femme respectable et qu'on peut marier et l'autre. La halal et la beurette, quoi. On est sur ces deux dynamiques. Et limite, tu n'as pas de juste milieu, en fait. Exactement. Tu ne peux pas exister entre ces deux cases. Tout à fait. Et moi, je me suis... comme je vous disais, j'étais toujours un peu en dehors de ça. Mais au moment où je commence à me poser des questions sur ça, c'est vers 2016 quand finalement dans le milieu du rap il commençait à y avoir des vidéos, commençait à être un peu plus exposé, on est sur des radios, etc. Et finalement les gens déjà s'attendent pas à un profil comme le mien à écouter du rap. Donc premièrement tu as le profil de mais t'écoutes du rap mais c'est de la musique de merde, déjà t'es pas une fille bien entre guillemets. Et puis finalement quand les gens voient que tu n'es pas la représentation de ce que tu es et que malheureusement je pense que inconsciemment comme on n'a pas envie d'être dans cette case, peut-être qu'on exagère aussi certains trucs. Ok, moi je suis lettrée, mais peut-être que j'avais tellement peur aussi inconsciemment que je voulais vraiment rien laisser passer. Et en fait, j'ai très vite remarqué que soit t'es la halal et la haram, comme tu dis, et la façon dont on s'adresse à toi n'est pas la même, en fait. Même les gens, la façon dont ils te regardent, c'est même pas aussi une question d'accoutrement, parce que... Et en fait, au bout d'un moment, je voulais... un peu inverser ça, dans le sens, ok, c'est très bien. Pour vous, c'est une forme de respect, de limite ne pas me serrer la main, de dire non, mais c'est bon, Wafa est mariée, Wafa est intelligente. On peut pas dire de gros mots devant Wafa. Ça, un jour, ça m'avait choqué, on était en émission, et un mec qui lâche un gros mot, me dit, je suis désolée, Wafa. Tu dis, je suis qui? Moi, je suis Mère Teresa. On a rien à faire, moi. Je ne suis pas ta mère. Je suis pas ta mère, tu fais ce que tu veux, en fait. Et là, je me suis dit, en fait, c'est fatigant. Parce que certes, pour eux, ils me respectent, mais il y a une forme de paternalisme incroyable. Et du coup, dans les deux cas, ça va pas, quoi. Dans les deux cas, ça va pas, exactement. Et à un moment, je me rappelle, on faisait ce qu'on appelait des jeudis confessions, on disait quelque chose de honteux. Et en fait, j'ai sorti un truc exprès, j'ai dit, moi, j'adore regarder les téléréalités. J'assume, j'adore. Je rentre chez moi, je déconnecte mon cerveau, et pour moi, c'est une série. Ils s'étaient choqués. Mais non, mais c'est pas possible. Mais toi, t'es intelligente, t'as fait des études, tu peux pas. Mais pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas aussi regarder des mangas? Pourquoi je peux pas aller faire du roller? Je peux être qui je suis, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser, en fait, toutes ces questions. Vraiment, ces 3-4 dernières années, avec toute la résurgence de ce mot beurette. Si aussi les réseaux sociaux, ça joue énormément. Je pense qu'avant, quand on était journaliste et qu'on connaissait pas notre visage, on se posait pas la question. Aujourd'hui, et puis au bout d'un moment, je me suis dit,
en fait, je m'habille comme je veux. Si je veux venir avec des décolletés, je viens avec des décolletés. Si je veux venir en mini-jupe, c'est... Voilà. Mais tu me parleras de la même manière. Mais bizarrement, tu te rends compte que tu dois quand même, limite, attaquer aussi avant qu'on t'attaque. Ouais, tu attaques pour remettre en place, pour qu'on se dise, ah ouais, en fait, elle, je vais la laisser tranquille. Et franchement, c'est fatigant. Et je me dis que pour d'autres femmes plus jeunes qui n'ont peut-être pas cette confiance en soi et tout, c'est encore plus fatigant. On va regarder une petite vidéo et on va en discuter après. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous aurez le son, ne vous inquiétez pas. C'est donc l'artiste Lisa Boutelja qui a une réflexion sur ce terme beurette et on a fait un concept. Donc on va écouter. Quand je m'appelle beurette moi-même, j'empêche les autres de m'appeler beurette. C'est-à-dire que je retourne le stigmate. Je prends l'étiquette beurette, je me la colle sur le front. Comme ça, c'est écrit, il n'y a plus personne qui peut me le dire. Parce que derrière le mot beurette, en fait, il faut arrêter de faire la sourde oreille, il faut arrêter de pas voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire coloniale derrière ce mot. Sur la sexualisation, la fétichisation de la femme orientale. La beurette, c'est le bas de l'échelle sociale. Parce que premièrement, c'est une femme, donc par essence, elle est inférieure à l'homme. Et en plus, elle est maghrébine, donc elle est inférieure à la femme blanche. Et en plus, elle est de classe populaire. Et c'est aussi un statement, tu vois, d'empowerment, de dire qu'il y a une aristocratie de beurette. Donc au final, le bas revient vers le haut et c'est l'ascenseur social qui monte vitesse 300 milliards. Donc voilà, c'était un petit montage d'une vidéo brute où elle présente son concept de beurettocratie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire brièvement en fait ? Est-ce que, voilà, utiliser, on entend souvent ça, utiliser le stigmate pour le retourner et en donner de la force, prendre de la force. Est-ce que c'est utile en fait politiquement même, j'ai envie de dire. Je pense que pour elle ça sert parce qu'elle fait, elle est une artiste, elle fait son travail et c'est très bien pour elle là-dessus. Je pense qu'on n'a aucun souci. Mais finalement, est-ce que ça sert le collectif ? Est-ce que ça nous sert toutes ? Moi, juste rapidement, moi, en fait, j'ai pas envie d'être une aristocrate. Enfin, je suis bien comme je suis et j'ai envie qu'on me respecte à mon échelle sociale. Donc, j'ai pas envie, finalement, de renverser le truc et de regarder les gens d'en haut. Donc, moi, je partage pas cette vision. Ensuite, j'ai peut-être pas l'œil artistique, mais je vois tous les accessoires, comment elle s'habille, la chicha, etc. Visuellement, très bien, artistiquement, je peux très bien comprendre que c'est de l'art. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on fait quoi ? Voilà. Maintenant, les gens vont pas t'appeler beurette. Toi, tu veux toi-même t'appeler beurette. Bah, c'est bien. Moi, j'ai envie que personne m'appelle beurette, ni moi, ni les autres. Mais maintenant qu'on a la lumière, et c'est très bien ce qu'elle a fait, elle a la lumière, les gens sont un peu attirés par ce mot, bah, comment on change les choses ? Et je pense que c'est là où ça bloque. Parce que ce qu'elle fait, peut-être qu'elle a même pas imaginé la suite. Et c'est pas forcément mal. Mais au bout d'un moment, il faut... Voilà. On fait quoi maintenant ? Maintenant qu'elle a plein de followers et tout, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change, pour que plus personne nous appelle comme ça ? Nadia, toi, quel regard tu portes sur... Non, mais je rejoins celui de Wafa. En fait, elle a une démarche artistique, ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, j'ai pas envie qu'on m'appelle beurette et j'ai pas envie de m'appeler beurette, clairement. Et j'ai pas envie qu'on appelle mes filles beurette. Tu vois, moi, j'ai des filles, j'ai des ados et j'ai pas envie... Et c'est marrant, on a déjà eu ce débat-là. C'est quoi beurette ? Alors, j'étais un peu embêtée, tu sais, parce que j'essaie de l'expliquer à des filles de 13-14 ans. C'est pas évident. C'est pas évident, tu vois, d'essayer de déconstruire le mot et tout ça. Donc voilà, enfin, je suis dubitative parce que, ok, vraiment, je juge pas le travail artistique. C'est une artiste et tout. Je suis dubitative sur le plan sociologique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? So what, comme dirait l'autre. On a les mêmes questions, toi. Mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question, en fait, sur... comment se réapproprier une insulte quasiment en image de marque marketing, quoi, parce qu'on en est là, c'est ça qui... Comment elle va monétiser tout ça, comment elle va faire en sorte de... Parce qu'on sent qu'il y a un business qui peut se mettre en place par rapport à ça, et tant mieux pour elle, mais moi, beurette, honnêtement, quand on m'appelle comme ça titille ma violence interne, et je suis pas loin d'être violente, voire même physiquement, tu vois, c'est vraiment énervant. Je trouve que ça nous rabaisse au plus bas, ce mot, et c'est... Moi, j'arrive pas à le prendre comme une étiquette aristocrate, quoi. C'est vrai moi, je vois pas trop... Je vois pas comment un peu comme le vous, stigmate, quoi. Artistiquement, je trouve que c'est c'est... intéressant et c'est osé, et voilà. Mais derrière, c'est peut-être pas son but non plus, finalement, d'avoir une portée politique pour tout un groupe.
c'est peut-être tout simplement pas son truc. D'ailleurs, il faut qu'on arrête aussi à chaque fois qu'il y a une femme arabe qui veut faire quelque chose. Bien sûr. De lui donner aussi le côté, tu vois, elle Tes parle pour tout le porte-parole, monde, bien sûr. porte-parole, tu vois. Il y a aussi ça, ce travail aussi qu'on doit faire nous aussi, hein, tu vois. Vrai. Quand on choisit des gens comme Chalroumi à la base pour parler des musulmans, enfin, il s'est choisi, hein, mais voilà, quand les médias, moi, j'ai pas voté. Non, mais personnellement, j'ai pas voté. que les médias pensaient qu'ils pouvaient nous représenter, tu vois, on revient toujours à l'histoire de représentation, décidément. C'est ça. C'est le cœur du sujet. Mais soyons les représentantes de nous-mêmes. Exactement. Voilà. Votez Wafa. On va plus avoir beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on prenne juste peut-être 2-3 minutes avec Wafa pour parler un peu de la place des femmes nord-africaines dans le rap, dans la musique en général, on va dire urbaine avec de gros guillemets. Rapidement, moi, en tout cas, dans les années 90-2000, j'avais l'impression que les femmes maghrébines, nord-africaines, elles étaient plutôt dans le style R&B. On en a fait une musique de femmes maghrébines et finalement, on a un peu laissé tomber les femmes noires dans ce style-là. Puis après, on est même passé à des femmes blanches qu'on prenait pour des nord-africaines. C'était un peu ambigu. J'ai pas l'impression, mais je ne suis pas une experte, tu me diras, qu'il n'y avait pas énormément de rappeuses maghrébines. Je crois qu'il y avait Saliha, si je ne me trompe pas, mais c'est peut-être la seule. Qui se disait, elle aussi, beurette dans des morceaux. Mais bon, c'était une autre époque. Oui, des femmes arabes, oui. Il y avait un groupe dans le 18e arrondissement qui s'appelait Énigmatique, qui était fait de 3 femmes arabes. Aïcha, les 2 autres, je les adore aussi, elles sont 2 sœurs. Voilà. Mais à part ça, on va il y en a pas. Des choses, on va mettre des liens. Et aujourd'hui, alors comment j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus. En tant que rappeuse, en maghrébine, je peux citer Mouné. Mais c'est vrai que Mouné, c'est vraiment... la pauvre, elle est entre ces 2 choses. Parce que d'un côté, c'est une femme qui rappe, je dirais, comme un bonhomme, pour qu'on comprenne un petit peu. Elle dit ce qu'elle a envie de dire, avec des insultes. Elle fait ce qu'elle veut. Et de l'autre côté, elle est très féminine. Elle est féminine, avec les ongles faits, elle est en peignoir, en machin, elle est très sexy. Et le monde du rap ne sait pas. Ne sait pas encore où la mettre. On a réussi un peu avec Shai, parce que peut-être déjà c'est pas une femme arabe musulmane, elle est aussi belge, donc déjà les Français essayent de se distancier un petit peu. On n'est pas encore prêt pour avoir une femme arabe sexualisée qui fait du rap, et je pense qu'elle-même dans l'industrie, elle avait très bien commencé, je pense que malheureusement elle sait plus trop elle-même où se positionner. Et au-delà de ça, après évidemment il y a les clips. D'ailleurs, on parlait de Lisa Boutelja. Lisa Boutelja, après ça, elle est apparue dans un clip de rap du rappeur Dossé et du collectif Nar, où justement ils ont fait un clip dans le Maroc, au Maroc, dans le désert, où elle était un peu cette femme avec une sorte de hayek, avec sa chicha, un peu l'objet bling bling. Voilà, c'était accessoire, hein, le clip, il avait aucun scénario finalement. C'était juste pour dire c'est une belle femme, etc. Après, évidemment, elle avait aussi le vent en poupe, donc ils l'ont prise aussi pour ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais si on s'arrête vite fait sur les clips, quand on regarde les clips, bon, il y a soit les femmes qui dansent derrière, les vixem, donc généralement, tu vois pas trop leur tête, tu sais pas trop. C'est plus leur corps qui compte, hein, voilà, donc ça, c'est une autre histoire. Mais généralement, dans les scénarios, quand l'homme a une femme qui veut courtiser, que ça soit sa femme, etc., c'est généralement pas une femme maghrébine, c'est souvent une femme blanche. Ou sinon, si c'est une femme maghrébine, c'est une femme claire, avec les cheveux lisses. On voit très peu de femmes foncées, avec les cheveux crépus, en tout cas d'arabes, parce que chez les femmes noires, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Mais la place de la femme arabe est un peu compliquée. Et c'est vrai que même, on essaye un peu de... Parce que certains disent beurette aussi. Et c'est vrai que quand ça vient d'un arabe, tu te dis, mais pourquoi ? Pourtant, c'est des hommes qui sont, qui sont conscientisés sur d'autres choses. Ils vont te parler de la misère, ils vont te parler de comment ont vécu leurs parents. Et là, beurette, tu te dis, mince. Il y a un truc... Il y a encore des choses à faire. Vous étiez prêts. Voilà. Bon, que ça vienne de Booba... Qu'est-ce que tu veux dire ? Évidemment, on ne cautionne pas, mais qu'est-ce que tu veux dire quand il dit « je vais à la chicha pour les beurettes » ? Voilà. Mais je pense que, il y a encore du boulot. Enfin, surtout chez nous. Commençons chez nous, chez nos hommes. Mais tu vois, moi, j'aimerais beaucoup entendre des hommes maghrébins parler de tout ça. C'est une bonne idée. On essaiera d'en réunir des très bien. Voilà. Et je crois qu'on a quasiment fini.
Est-ce qu'on a le temps pour faire des recommandations en 30 secondes? J'ai une recommandation de 30 secondes. Allez, vas-y. Le compte Instagram Par nos voix, qui a été fondé par Oui. une jeune femme qui s'appelle Marwa et qui justement avait envie de représentation. Et il y a un peu listé toutes les femmes Plusieurs profils, dont nous, Ouais. pour montrer qu'on peut y arriver. Donc voilà, je lui fais un big up. Et elle prépare un podcast, donc du coup, Exactement. on pourra bientôt l'écouter. À toi, Nadia. Et alors moi, j'avais pensé à une BDiste Oui. qui s'appelle Shadia, Ouais. qui est franco-tunisienne. Alors pourquoi elle? Pas Shadia parce qu'elle est Bouchati. franco-tunisienne, hein, mais pas du tout, mais parce que c'est une femme qui est dans un métier d'homme, c'est une banlieusard dans un métier qui est fait d'entre-soi, et c'est une femme qui est issue de l'immigration dans un milieu monochrome. Donc je trouve que c'était super important de montrer aussi qu'il y a, voilà, qu'il y a des femmes arabes bédéistes en France. Et ça, c'est son premier livre qui s'appelle C'est son Famille premier. nombreuse. Et moi, j'ai lu celui d'après qui Voilà. s'appelle Vacances au bled. Et qui est très Celui-là, il drôle était sorti aussi. en 2017, il y a 2019 Vacances au bled, et là, elle en a sorti un sur le harcèlement. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Ben, on mettra les Donc, liens. big tout up ça. à Shadia. Elle est très bien, Shadia. Nora, tu as quelque chose à recommander? Moi, c'est un site internet pour aller voir une créatrice de mode qui s'appelle Bouchra Jarrar. Et Bouchra Jarrar, je trouve que pour moi, elle pète tous les carcans, les plombs, tout ce que vous voulez, les boîtes. La première question était quelle est l'image des femmes nord-africaines. Pour moi, l'image de nord-africaine avec elle est plus, parce que comme Asdine Alaya, elle a touché l'industrie du luxe sans pour autant changer son nom, sans pour autant changer ce qu'elle est, et elle fait des choses épurées. C'est pas non plus... on n'est pas dans des clichés, dans le folklore exactement. Et en plus, elle fait des photos que je vous invite à voir sur son site. Donc, c'est bouchrajarrar.com. On mettra le lien, tout ça. Et moi, rapidement, c'est aussi un compte Insta qui s'appelle Pâte à beurette, justement. Et voilà, c'est un compte qui essaye d'éduquer sur ce terme-là et sur le féminisme de manière générale, avec un point de vue décolonial. Donc, c'est très pédagogique. Elles prennent le temps d'expliquer toutes ces choses. Et c'est intéressant qu'il y ait autant de projets comme Par nos voix, etc., pour tenter de déconstruire tout ça. Et donc, on a la foi, on a confiance dans ces jeunes générations. Écoutez, merci. Je crois qu'on a largement dépassé le temps. On va nous mettre à la porte. Merci Nadia, merci Wafa. On mettra en lien et sur Dialna vos actualités du moment, parce qu'on n'aura pas le temps de tout raconter, mais on vous recevra pour d'autres discussions avec grand plaisir. Nora, merci. À bientôt. Très cher. À très bientôt. Merci beaucoup. Les conversations Dialna. Les conversations Les Dialna. conversations Dialna. Conversations Dialna. Les conversations Dialna. Les conversations Les Dialna. conversations Dialna. Les conversations Dialna.